Alors Jean-Louis Gasset, bonjour. Bonjour. Avant de parler de vous, on va y venir assez longuement derrière, j'aimerais qu'on parle de votre père Bernard, de la vie de tout le monde, celui qui, avec Louis Nicolin, a vraiment façonné ce club, qui a amené à Louis Nicolin la connaissance du foot, et puis qui a consacré sa vie, il a vraiment tout fait dans ce club. Quels souvenirs vous gardez des toutes premières années avec l'équipe Corpo, quand votre père s'y est installé? Comment ça s'est passé ces toutes premières années? Il y avait déjà une passion qui l'animait dès le début? Une passion pour le football obligatoirement, mais c'est surtout l'amitié avec. Bon, moi, j'arrive pas à dire loulou, je dis monsieur Nicolin. Donc, c'est l'amitié qu'il a eue avec Louis Nicolin qui a fait qu'il lui a donné tout son savoir au niveau du football et de la construction d'un club et pour avoir de l'ambition et monter les échelons. La buvette pas trop, c'était plus Colette, Nicolin et ma mère qui faisait les sandwichs le dimanche après-midi. Mais c'est vrai que toute la famille mettait la main à la pâte. Les deux hommes, eux, ils régnaient sur le football. Qu'est-ce qu'ils se sont dit qu'il fallait mettre comme base fondamentale en termes de valeurs? La première valeur qu'ils aimaient tous les deux, c'était cette notion de famille. C'est pour ça que la Paillade, c'était un club qui était difficile à jouer parce que tout le monde avait la même vision des choses et les joueurs nouveaux étaient recrutés à la mentalité, au talent bien sûr, mais surtout à la mentalité d'avoir cet esprit de gagnant. Il fallait gravir les échelons au plus vite puisque Montpellier était alors en division de l'Ain. Vous le disiez d'ailleurs, c'était une famille aussi à la base, ce noyau dur. Pour vous, c'était plus que des collègues de votre père, c'était vraiment une famille pour vous. Ah oui, 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 les joueurs avec lesquels j'ai joué tout au début, on se revoit maintenant, on se rappelle il y en a beaucoup qui sont au club en plus, parce que quand on parle de famille, ça veut dire que il y a des gens qui sont encore ou dans la région ou qui travaillent même dans le club de Montpellier Hérault aujourd'hui. Alors vous, 1975, vous devenez joueur pour le club. Vous arrivez pour tenter un pari, vous êtes très jeune, mais vous rejoignez le club en DH, vous avez même peut-être commencé un tout petit peu avant. Est-ce que vous imaginez à ce moment-là, quand Louis Nicolin, via votre père, vous recrute, qu'il va y avoir une telle ascension possible? Vous pensez que c'est possible que le club devienne un jour champion de France même? Non, quand il me l'a présenté, déjà c'était quand même pour lui, pour mon père, c'était difficile de me faire venir parce qu'il était assez dur avec moi. Moi, je jouais à Béziers. Je pense que ça a dû être compliqué. Mais comme j'avais quelques soucis à Béziers, bon, il me l'a présenté en me disant tu vas voir, en 2 temps, 3 mouvements, il va faire un club qui va vite grandir. Et donc j'ai dit, bon, je connais les personnages, donc je me suis dit, ça va le faire. Vous avez bien fait. Alors, dès la saison d'après, 76-77, vous faites partie d'une jeune génération, avec notamment les Jean-Marc Valadier et compagnie, qui côtoie d'autres joueurs beaucoup plus expérimentés. Fleury Dinalo qui va chercher à Lyon, il y a Mama Ouattara aussi qui est là, et vous êtes entraîné par Robert Nouzaré. Comment ça prend cette alchimie entre d'anciens pros et de jeunes pousses baignés dans la culture montpelliéraine, ce qui va devenir un peu la marque de fabrique d'ailleurs du club après? Mais comment ça s'est passé ces premières alchimies? Comment s'est passé les premiers entraînements, tout ça? Ça a été très pour nous jeunes joueurs, c'est difficile de voir arriver Fleury Dinalo. À l'époque, il y avait eu aussi Luigi Landi, il y avait eu Jean-Pierre Béton, Henri Auger, qui étaient des joueurs très chevronnés et qui avaient joué en Nîmes Olympique pendant très longtemps. On était un peu surpris de jouer avec des joueurs comme ça.
Mais bon, les deux personnes qui dirigeaient le club savaient très bien qu'on avait besoin d'expérience et que nous, on allait amener la fougue, l'agressivité et des joueurs comme Jean-Marc, le talent et les buts. Alors c'est cette année-là qu'il y a le premier grand exploit du club, retentissant en tout cas. Ça se passe en 32e de finale de Coupe de France, une coupe qui va bien réussir au club. À l'époque se présente l'ogre marseillais, j'imagine que vous vous souvenez de ce match-là. Le coach, c'était José Arribas, entraîneur olympien, et à l'époque il avait dit non mais Montpellier c'est une équipe de retraités du foot. Est-ce que ça vous avait servi aussi à y aller en se disant ben non on y croit et on va faire un truc? On n'avait pas besoin de motivation extérieure. On avait tout ce qu'il fallait à la maison. Donc, bien sûr que je revois ce match parce que le paradoxe c'était qu'on jouait en 3e division et qu'on jouait contre l'équipe réserve dans notre championnat. Et là on tombait contre les qui avaient été champions de France l'année d'avant ou qui avaient gagné la coupe, je ne sais plus. Et Floridinalo disait toujours celui qui la gagne perd au premier tour la saison d'après. C'était une phrase qui nous avait ancré. Il nous avait ancré ça dans la tête. Marseille avait gagné la coupe et il avait dit chaque fois que je l'ai gagné à Bellyon, j'ai perdu l'année d'après au premier tour. Et de quelque chose d'impossible, il était arrivé à nous mettre dans la tête qu'on était capable de le faire. Et c'est vrai qu'on avait à Alès, on avait fait un match. Je me souviens de l'équipe qu'il y avait en face. Il y avait quand même des très très grands joueurs. Mais ce jour-là, bon, les anciens, ils avaient mangé les bonnes vitamines. Et nous, les jeunes, on s'était mis à leur niveau parce que pour éliminer Marseille, il fallait qu'on fasse un grand match. Et c'est Jean-Marc Valadier qui marque à 2 ou 3 minutes de la fin. Et on gagne 2-1 ce match. Bien sûr que je me souviens de tout ça. On en vient à 78. Le club accède à la 2e division et il devient professionnel. C'est un passage un peu délicat pour le club. Alors il y a de nombreux renforts extérieurs qui arrivent. Vous faites partie de ceux qui étaient là dès le début. Et puis il va quand même y avoir la montée en première division 81 avec cet effectif qui est finalement assez costaud, bien plus fort que les autres qu'il peut y avoir en 2e division. Mais pourtant, la première année en D1 va être super difficile et vous allez redescendre tout de suite après une saison assez catastrophique. Comment vous expliquez que ça ne se soit pas très bien passé, ce premier apprentissage de la D1 ? Qu'est-ce qu'il y a eu, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette première montée ? C'était allé trop vite. Tout était allé trop vite. On a fait... en 6-7 ans, on était passé de DH à D1. Le club avait pas grandi en même temps. Et bon, je pense qu'on avait recruté une dizaine de joueurs. Ça fait que les gens qui étaient là à la montée étaient les joueurs d'appoint. Et ça a été une année difficile. C'est dans ces années-là aussi, même si ça a été un peu difficile, que vous allez rencontrer quelqu'un qui partage aujourd'hui encore votre quotidien, certain Laurent Blanc. Comment ça s'est passé, les premières rencontres avec lui ? Vous étiez encore joueur, après vous allez devenir adjoint et vous allez l'entraîner, mais quand vous étiez encore joueur, quand vous le voyiez débarquer, il s'est passé quelque chose ? Vous avez senti chez lui qu'il y avait un truc, vous avez accroché tout de suite ou pas ? On avait une génération de jeunes extraordinaires. Laurent était un des plus doués, mais il y avait les 2 frères Passy, Pascal Baïs, Kader Ferraoui, Jean-Michel Guédé, Robin Huc, Jean-Yves Ours, bon, et d'autres qui n'ont pas eu la carrière de cela, mais qui étaient des très très bons joueurs. Donc tous ces jeunes sont arrivés avec nous après la descente. Et on est reparti sur la première génération de Montpellier. Il y en aura une tous les 7-8 ans depuis la création du club, heureusement. Et on est parti avec eux pour nous les encadrer au départ, les 2 premières années. Et à partir du moment où le club a eu l'ambition de remonter, le président avait recruté Roger Mila, Gérard Bernardet, tout ça. Bon, eux, ils étaient au niveau et après,
ils ont amené le club en Ligue 1. Finalement, la NIAC, il fallait leur donner les valeurs, leur expliquer à la fois les valeurs de respect, de politesse à côté, et aussi sur le terrain les valeurs de combat, tout ça. C'était quelque chose que vous me disiez, voilà, à l'époque sur le terrain, vous y alliez vraiment. Oui, mais avec des groupes jeunes comme ça, vu que c'était en deuxième division et que c'était pratiquement que des derbies. À l'époque, il y avait Nîmes, il y avait Sète, il y avait Béziers, il y avait Martigues, il y avait Ajaccio, c'était des matchs, c'était assez chaud. Donc il fallait un peu les protéger parce que c'était dur. C'était dur pour eux au départ de se mettre dans le rythme. Et après, une fois qu'ils ont pris le coup, comme ils étaient excellents, ils ont volé de leurs propres ailes et très très bien et très très haut plus tard. Et alors pour parler de Laurent spécifiquement, vous y avez une affinité particulière assez vite avec lui ou c'est venu beaucoup plus tard? Non, il faisait partie des 5-6 jeunes avec qui, quand vous êtes partenaire, ils ont pratiquement 13-14 ans d'écart, vous essayez de leur apprendre leur métier, pas plus lui qu'un autre. C'était avec tous, on avait le même langage. On s'est retrouvés beaucoup plus tard parce qu'on s'est suivis dans nos carrières et un jour il a eu besoin de quelqu'un d'expérience pour faire le quotidien sur le terrain et il a pensé à moi. Mais au départ, on n'était pas prédestinés au départ. Alors, je faisais la semaine dernière l'interview de Bernard Sokoro, on en parlait, et on lui a demandé de choisir un joueur qui a marqué pour lui ses 40 ans, et sans hésiter une seconde, il a cité Jean-Louis Gasset. Donc, comment vous expliquez que pour les supporters, vous soyez à tel point emblématique de ce club? C'est parce que vous y avez passé tant de temps que vous êtes investi à 100% dans ce club. Pourquoi c'est vous le joueur emblématique pour les principaux supporters de Montpellier? Si vous m'aviez posé la question à moi, j'aurais pas répondu Jean-Louis Gasset. Parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés et qui ont marqué le club. Mais on dira que en tant que joueur, j'ai joué dans toutes les divisions. Et en tant qu'entraîneur, j'ai occupé tous les postes. Donc bien sûr qu'en 25 ans, on laisse quand même une empreinte et on dira qu'au final, quand on se voit aujourd'hui, on ne garde que les grands souvenirs et les grandes victoires. Bernard Sokoro, c'était emblématique de la paillade, la butte à l'époque. Vous me disiez qu'au-delà d'être chaud sur le terrain, c'était chaud en tribune aussi dans les années 70-80. Ah, c'était un public qui nous ressemblait. On avait une équipe de guerriers, on ne craignait personne. À la Mosson, je peux vous dire que même des équipes de première division, on les a fait trembler. On les a fait trembler parce que footballistiquement, je trouve qu'on était pas mal. On était pas mal, mais dans le combat, il y avait personne qui pouvait lutter. Alors justement, on va passer de l'autre côté de la barrière. En 86, vous franchissez le pas de joueur. Vous avez fait toute votre carrière, vos 10 ans. Vous devenez entraîneur adjoint, aux côtés de Michel Mézy, puis après il y aura Gérard Gilly, Pierre Mosca, Henri Kasperzak, des entraîneurs très différents. Mais à chaque fois, vous avez fait peut-être quelque chose qui a le lien entre tous. Vous étiez un peu garant de ce pari de la formation, c'est-à-dire d'offrir, comme vous aviez été, des responsabilités à des jeunes joueurs et de sortir des générations tous les 7-10 ans. Vous étiez un peu le garant des valeurs du club auprès de l'effectif alors que les entraîneurs se succédaient? Oui, parce que en même temps que où j'étais adjoint, où j'étais formateur. Donc j'ai fait mes premières classes formateurs pendant 4-5 ans et puis après, mais tous les entraîneurs qui arrivaient, et Aimé Jacquet le premier, voulaient que je parte en stage avec eux parce qu'ils me disaient toi tu les connais tous, donc ça va me faciliter le travail. Et oui, j'étais un peu le garant de l'état d'esprit. Il y avait des choses qui étaient indispensables pour réussir à Montpellier. Et la première, c'était le respect de tout. Le maître mot de Montpellier, c'est le respect.
Parce que dans la vie, c'est un grand mot. Alors, juste un joueur en particulier qui débarque en 88-89, le grand public ne le connaît pas encore trop, c'est un Colombien. Il s'appelle Carlos Valderrama, et avant de devenir une légende aujourd'hui de la paillade, entre guillemets, à l'époque ça se passe difficilement son adaptation, et il nous a dit, on l'a rencontré il y a 15 jours, il nous a dit que vous avez fait partie de ceux qui l'ont pris sous votre aile, qui l'ont aidé vraiment à s'adapter. Ça devait être un peu particulier, ce jour-là en particulier, il fallait pas le traiter comme les autres, vous avez dû le sentir. Mais c'était pas le joueur, c'était l'homme. Parce qu'il avait choisi d'habiter dans le même village que moi. Donc, je me souviens, quand il est arrivé, on était en stage. Et bien sûr, on l'avait essayé de le mettre dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire la belle maison, la belle voiture, et après, pas grand-chose autour. Donc, j'avais dit à ma femme d'aller la voir, madame, et de lui expliquer le docteur, la pharmacie, les courses, parce que quand on débarque sûrement dans un pays étranger, on a besoin de tout ça. Voilà. Après, j'ai continué à travailler à la formation, et comme je le voyais souvent parce qu'il était là, je lui expliquais un peu le football français, je lui expliquais un peu les rouages. Je l'ai eu en CFA 3 ou 4 fois parce que de temps en temps on disait bon, mais c'était spécial pour moi, et c'est vrai que quand je le revois aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup de plaisir à le voir parce que notamment c'était un grand joueur, mais c'est surtout un grand monsieur. C'est surtout un grand monsieur. Il comprenait pas comment il jouait. Il y avait des choses qu'il comprenait pas, mais il a fini, je pense, en montrant de quoi il était capable. Alors juste un petit passage douloureux qu'on voulait évoquer, c'est le moment où vous allez quitter le club. Ça se passe en 2000, 99-2000. Il y a cette saison où on ne comprend pas bien ce qui se passe avec l'arrivée de plein d'ex-nantais, notamment un pari un petit peu raté parce que ça va pas bien se passer. Du coup, Louis Nicolin nous disait presque avec encore de l'émotion dans la voix que ça a été le licenciement le plus dur qu'il ait eu à faire dans ses 40 ans, le jour où il a dû se séparer de vous, notamment vis-à-vis de votre père évidemment, mais que ça a été le plus gros déchirement qu'il a vécu. Vous, de votre côté, comment vous l'avez vécu ? Pareil que lui, obligatoirement. Pareil que lui, parce que quand c'est la famille, c'est encore plus dur. Et je le comprenais tout à fait. Mais ça fait partie d'une vie. Aujourd'hui, Montpellier, ça fait 15 ans que je suis parti. Montpellier vit sans moi et moi je vis sans Montpellier. Le plus difficile, c'était de se rabibocher. Parce qu'on s'était quitté un peu tendu, même si ça l'était pas avec mon père, et ça je ne voulais surtout pas. Je voulais pas je voulais pas qu'ils se fâchent tous les deux, surtout pas, parce que c'était deux frères. Donc on est arrivé, et maintenant, avec le temps, avec des événements qui se sont passés, on s'est rabiboché et je suis très content. Alors comment vous voyez l'avenir du club ? Est-ce que justement, maintenant que vous êtes un peu rabiboché, dans quelques années, comme la plupart des anciens, vous reverriez un jour revenir au club de Montpellier ? Non, je pense pas. Il faut jamais dire jamais, ça je l'ai appris dans la vie, mais j'ai 60 ans aujourd'hui, donc je vais finir doucement et après j'irai m'occuper de mes petits-enfants. Le football, ça prend beaucoup de temps. Les enfants grandissent, les petits-enfants sont là, et bientôt je vais être pépé, et j'ai besoin de voir ma famille. Je vais bientôt m'arrêter, donc un retour à Montpellier, non, je pense pas. J'y vais à la Mosson. Dès que je suis à Montpellier, je vais à la Mosson. Ma mère assiste à tous les matchs, mes enfants assistent à tous les matchs. J'ai des copains qui travaillent encore dans le club. Mais non, je pense pas. Vous emmènerez vos petits-enfants à la Mosson ? Ils y vont déjà. Ils ont des places. Il y a écrit Madame Gasset. Toutes les années, elle a ses places et elle y va. C'est
Elle a 83 ans, mais c'est la plus belle supportrice. Et il le sait. Il le sait. Merci beaucoup, Jean-Louis.